Merci Valérie, bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. Des sanctions sans précédent contre l'Iran, alors que le régime iranien vend environ 20% de son pétrole aux Européens. Eh bien, l'Union européenne impose un embargo pétrolier au pays. Le régime iranien, vous le savez, est accusé depuis plusieurs années de vouloir se doter de l'arme atomique. Ces sanctions vont-elles contraindre Téhéran à négocier sur son programme nucléaire? Et si ces sanctions n'avaient pas d'impact, eh bien, quelle alternative aujourd'hui? Ce soir, Angela Merkel, David Cameron et Nicolas Sarkozy exige l'arrêt immédiat du programme nucléaire iranien. Le dossier iranien, on en parle ce soir. On en parle ce soir avec Bernard Valero. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. La France qui a poussé pour ces sanctions. Bernard Ourcade, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Iran. Vous êtes également membre de l'IREMO, qui est l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, avec lequel nous sommes partenaires. Auteur de Géopolitique de l'Iran, et c'est aux éditions Armand Collin. Et vous n'êtes pas convaincu par le régime de sanctions. En tout cas, ce que vous nous aviez dit précédemment sur ce plateau. On en reparlera dans un instant. Gérard Chalian, bonsoir. Vous êtes géostratège, spécialiste de l'étude des conflits armés, des relations internationales et stratégiques, auteur de La pointe du couteau. Ce sont vos mémoires. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Avec nous, Pierre Terzian, bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Pétrostratégie. Et nous verrons quels sont les impacts, notamment de ces sanctions, notamment sur les prix du brut. Et puis dans la deuxième partie de ce débat, nous serons en direct de Jérusalem avec Avi Pazner, qui est le porte-parole du gouvernement israélien. Avant de commencer ce débat, Nicolas Sarkozy avait annoncé dès vendredi des sanctions plus dures contre Téhéran. Seul moyen, dit-il, d'éviter l'intervention militaire. On écoute tout de suite le chef de l'État français. Qu'une intervention militaire ne réglerait pas le problème, mais elle déchaînerait la guerre et le chaos au Moyen-Orient, et peut-être, hélas, plus encore. La France fera tout pour éviter l'intervention militaire, mais il y a une seule solution pour l'éviter. C'est un régime de sanctions beaucoup plus fort, beaucoup plus décisif, qui passe par l'arrêt de l'achat du pétrole iranien par tous et le gel des avoirs de la Banque centrale iranienne. Bernard Valero, il y a eu déjà des sanctions qui n'ont pas marché. Pourquoi celles-ci fonctionneraient ? Il faut se souvenir de deux choses. La première, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui ? Première explication, le dernier rapport de l'AIEA, qui a été rendu il y a plusieurs semaines déjà, à la fin de l'année dernière, est un rapport accablant. Un rapport qui démontre que l'Iran a le nucléaire militaire ou est véritablement sur le point de l'avoir. Un rapport qui démontre, qui fait l'étalage effrayant de tous les mensonges iraniens depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous n'avons cessé, avec tous nos partenaires de la communauté internationale, pas simplement les Européens, mais les Américains, les Russes, les Chinois, etc., de proposer à l'Iran un dialogue, un vrai dialogue constructif. Nous n'avons jamais eu de réponse sérieuse et nous n'avons jamais décelé chez les Iraniens l'intention d'avoir une véritable négociation avec les représentants de la communauté internationale. Je rappelle que la dernière correspondance en date, c'est celle de Madame Ashton, le 21 novembre dernier. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2012. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Donc, deuxième raison, refus de l'Iran de s'engager véritablement dans une négociation. Donc à partir de là, proposition de la France, du président de la République française à un certain nombre de nos partenaires et en particulier de nos partenaires européens de monter en puissance sur le régime des sanctions. Et est-ce que vous pensez que ces sanctions vont fonctionner ? Eh bien, nous avoir un impact sur le régime iranien ? Nous pensons qu'elles vont effectivement fonctionner. Elles vont être appliquées dans quelques mois. À partir du 1er juillet, c'est ça ? À partir du 1er juillet. Je rappelle que l'Iran fait 90% de ses échanges économiques avec l'Europe. C'est précisément du pétrole. Nous avons réglé aujourd'hui à Bruxelles les situations très particulières de 2 ou 3 pays membres de l'Union européenne et donc ces sanctions vont être mises en œuvre et ce sera un signal très fort aux Iraniens. Mais je le répète, nous avons le choix, une confrontation armée, ce que disait le président de la République l'autre jour, c'est-à-dire le pire scénario possible que nous voulons éviter à tout prix. La deuxième option, c'est le dialogue
dialogue avec l'Iran, ce à quoi l'Iran se refuse. Nous souhaitons qu'avec ce régime de sanctions qui va se conjuguer avec les sanctions qui ont déjà été prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies, amener l'Iran à changer véritablement d'attitude. Changer d'attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement respecter la légalité internationale. Bernard Ourcade, est-ce que vous y croyez à ces sanctions? Il n'y avait pas finalement d'alternative? Ce n'est pas une question de croyance, c'est question de fait. Les sanctions sur le pétrole iranien ne datent pas de cet après-midi, elles datent de 1996, de date à laquelle la loi d'Amato des Américains a interdit de facto tout investissement dans le pétrole iranien. Et de fait, les pays de l'Union européenne n'achètent plus de pétrole à l'Iran, sauf quelques pays. Autrement dit, l'embargo existe déjà. 5% de notre pétrole vient d'Iran, même s'il y a des déséquilibres entre les différents pays. Autrement dit, l'embargo sur le pétrole existe depuis longtemps. L'Iran est habitué à cela. L'Iran trouvera des clients. C'est difficile pour l'Iran, mais il trouvera des clients. Donc, le problème... Il n'y aura pas d'impact, vous pensez réellement, sur le régime? C'est très ennuyeux, mais le régime est depuis 33 ans habitué à biaiser, à trouver des solutions, à ne pas résoudre les problèmes de front, comme on le disait, à ne pas négocier de face. Donc on évite, il y a une stratégie d'évitement. Le président Sarkozy le disait très justement, c'est les sanctions ou la guerre. Attendez, on ne fait pas des sanctions pour éviter la guerre, on fait des sanctions pour obliger une discussion, à créer un contexte. Or, les sanctions économiques, ces sanctions ne sont pas économiques. Les sanctions sont symboliques et on sait qu'un symbole, c'est beaucoup plus fort que l'économie. Un symbole, c'est beaucoup plus fort que les faits. On touche au mythe. Or, le pétrole en Iran, quand on dit pétrole en Iran, on se souvient de la nationalisation du pétrole par Mossadegh, régime démocratique, gouvernement démocratique en 1951, et le coup d'État de la CIA quelques temps plus tard. Autrement dit, on touche au sang de l'Iran et ça permet... Donc c'est important, ces sanctions, d'un point de vue symbolique. C'est pas même si elles pénalisent la population. C'est pour ça. C'est pas la population iranienne est pénalisée par mille choses. Un peu plus, un peu moins ne changera pas. Mais toucher au pétrole, c'est toucher au symbole même de l'Iran. Et ça fait donc une unité nationale qui est un secours au niveau du régime qui a des difficultés actuellement. En touchant au pétrole, on permet au régime de rassembler toute la population iranienne autour du gouvernement, ce qui n'est pas la meilleure façon de l'inciter à négocier. Gérard Chaliand, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un symbole fort? Moi, je partage le point de vue qui vient d'être exprimé. Je pense que cela renforce le nationalisme iranien. Je pense que... Donc ce n'est pas une bonne chose d'une certaine manière. Les Iraniens se sont habitués aux sanctions. Il y a un certain nombre de pays qui ne les appliquent pas, comme la Chine. Il y en a d'autres. Pour l'instant, quelle va être l'attitude des Japonais, des Coréens, des Russes? Point d'interrogation. Donc cet embargo, si vous voulez, effectivement, met l'Iran dans une situation plus difficile. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont livrés à toute une gesticulation sur on va fermer le détroit d'Ormuz, etc., etc. Mais enfin, bien malin qui peut dire à 100% que cela va être véritablement opérationnel. Voilà. Comment ça? Est-ce que ça va être opérationnel, cet embargo? Est-ce qu'ils vont ployer? Moi, oui, d'accord. Voilà, vous avez des doutes. Voilà. Oui. Vous pensez que ça n'aura pas d'impact, en fait? Vous pensez même au contraire que ça peut... L'impact va en avoir, bien sûr. Mais je veux dire, céder, c'est une chose. Et puis, subir quelque chose de désagréable, c'est autre chose. Pierre Terzian, est-ce que cet embargo est pénalisant aujourd'hui pour Téhéran? Oui. L'Iran est en train de souffrir, d'abord à cause des sanctions américaines qui l'ont privé de l'assistance, de la participation de sociétés étrangères. Les équipements iraniens sont en train de vieillir. La capacité de production est en train de décliner, doucement mais sûrement. Mais d'un autre côté, le régime s'est préparé, par exemple, en supprimant une partie des subventions qui le rendaient très dépendant de revenus pétroliers. Il est moins dépendant. Il est très dépendant, mais moins dépendant. Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est le remplacement éventuel du pétrole iranien. Est-ce qu'on pourra remplacer ce pétrole par un autre? C'est la principale question qui est posée aujourd'hui. Les Saoudiens ont donné le pétrole. Pour les Européens? Pour tout le monde. Mais les Saoudiens ne se sont pas engagés justement à combler... Justement, les Saoudiens ont pris un engagement très officiel par la bouche de leur ministre des Affaires étrangères qui a dit « Nous sommes prêts à augmenter de 2 millions de barils par jour notre production immédiatement en tournant les vannes. » Et nous pourrions ajouter encore 700 000 barils par jour dans un espace d'à peu près 3 mois, 2-3 mois. Le total, si vous le faites, ça correspond aux exportations iraniennes. Il n'a jamais prononcé le nom de l'Iran, mais tout le monde a compris. Et le lendemain, le ministre des Affaires étrangères d'Iran
a élevé le ton en disant ce n'est pas une attitude amicale, nous prendrons des mesures, etc. Maintenant, la grande question, c'est de savoir justement que vont faire les Saoudiens. Est-ce qu'ils vont remplacer graduellement le pétrole iranien? À quel prix? Parce que le pétrole iranien est actuellement bradé, disons vendu à rabais. Ça intéresse beaucoup de gens, notamment les Chinois qui ont un jeu très malin actuellement, qui réduisent les importations de pétrole iranien, mais de notre côté négocient le prix avec les Iraniens. En même temps, disent aux États-Unis, voilà, vous voyez, nous sommes en train de faire un geste, etc. Donc, et comment les Saoudiens vont-ils faire et que va faire l'Iran? Si l'Arabie saoudite augmente sa production demain, dans une semaine, dans un mois, etc., la date fatidique étant le 1er juillet, parce qu'au 1er juillet, comme une fugue en musique, nous allons avoir 3 partitions qui vont se rejoindre. La partition européenne, entrée en vigueur des sanctions, la partition américaine, parce que c'est au 1er juillet qu'Obama décidera, au vu des rapports qui lui seront présentés, des rapports qui doivent lui dire si le pétrole iranien peut être remplacé par d'autres pétroles. À ce moment-là, il impliquera les nouvelles sanctions américaines. Et c'est à cette date-là qu'un nouvel oléoduc qui va d'Abu Dhabi jusqu'à la mer d'Oman, en contournant le détroit d'Ormuz, va entrer en vigueur. Donc nous sommes à 5 mois à peu près, d'une date qui va être très intéressante à observer. Et c'est d'ici là, on va voir comment les Saoudiens vont réagir et que vont faire les Iraniens. Voilà la grande question. Bernard Valero, il y a la Chine, il le disait à l'instant, Pierre Terzian, qui a besoin de beaucoup d'énergie parce que c'est un pays qui a une forte croissance. Aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas la Chine qui n'est pas sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire une fois encore, et c'est vrai aussi pour la Russie avec la France et les autres pays occidentaux, eh bien, comble finalement le manque à gagner qu'aura l'Iran? Alors d'abord sous la Chine, je parle sous le contrôle des experts, nous avons observé au cours des derniers mois que ces importations de pétrole iranien avaient baissé. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les sanctions, mais en tout cas c'est la réalité de la relation commerciale qu'ils ont avec l'Iran. Cela étant, je crois qu'il y a 2 choses qu'il faut rappeler. La première, c'est qu'il y a le pétrole, mais il y a également toutes les sanctions qui touchent la Banque centrale iranienne et qui sont également autant de messages très forts destinés aux dirigeants iraniens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que contrairement à d'autres sujets sur lesquels on peut être en désaccord ou ne pas être sur la même ligne avec les Chinois, avec les Russes, etc., prenons la Syrie par exemple, je crois que là, s'agissant du dossier iranien, on est véritablement sur un dossier sur lequel les Chinois et les Russes notamment, je ne vais pas dire qu'ils vont nous rejoindre et dire on est d'accord avec les Européens ou les Américains demain, tout de suite, mais sur lesquels ils ont eux aussi des préoccupations. Parce que de quoi parle-t-on ? On parle d'un problème de non-prolifération nucléaire, c'est-à-dire un problème de sécurité vitale, essentiel pour... Mais est-ce qu'on en est sûr que l'Iran développe un programme nucléaire? Je pose la question parce qu'on a déjà eu la question la question s'est déjà posée sur ce plateau. Pour vous, c'est certain, l'Iran développe aujourd'hui un programme nucléaire? C'est pas pour nous, c'est la lecture du rapport de l'AIEA qui nous fait craindre effectivement qu'on ait largement dépassé le stade du développement du nucléaire civil dont nous ont tellement bassiné les oreilles les dirigeants iraniens au cours des dernières années. Donc vous en êtes certain? Et on est bien au-delà, par exemple, du réacteur de recherche nucléaire dont les Iraniens souhaitaient la construction également en Iran. On a dépassé ce stade. Ils ont entamé l'enrichissement jusqu'à 20%, ce qui est la partie la plus difficile de l'enrichissement. Ça, je ne le sais pas. Il faut demander véritablement aux experts. Et je crois que s'il y a des experts en matière nucléaire, ils sont à Vienne. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bernard Ourcade, on en est certain, ça, que l'Iran poursuit son programme nucléaire? Personne n'est certain. Je n'ai pas la compétence pour le dire. Mais je reprendrai le rapport de l'AIEA. Il y a 3 points dans ce rapport. Un premier point qui dit l'Iran a eu un programme militaire. C'est le programme militaire qui nous intéresse. Avant 2003, après la suite de la guerre Irak-Iran, c'est clair. Deuxièmement, 2003. Il y a eu arrêt de ce programme pendant quelques années, après la suite de négociations au couteau, je dirais, avec les Iraniens. Et troisièmement, depuis 2006-2008, on ne sait pas. Mais il y a des soupçons parce que l'Iran a eu ce programme avant. Donc ce discours-là sur la bombe atomique iranienne qui va exploser dans les 2 ans, ça fait 30 ans qu'on l'entend. Donc le sujet est très grave. La prolifération, c'est vraiment très grave. Si l'Iran avait une arme atomique, ça serait une catastrophe pour la région. Ça déséquilibrerait complètement le système de sécurité internationale. Tout le monde est clair là-dessus. Et c'est justement parce que c'est quelque chose de très grave qu'il faut être sérieux. Or, depuis des années, on propose des sanctions économiques
qui sont tout à fait en dehors de l'échelle qu'il faut quand il s'agit du nucléaire, quand il s'agit de la sécurité d'un État, quand il s'agit d'un régime politique. Et donc, on va sanctionner sur les banques, sur toute l'activité économique iranienne, sur un problème de nation, sur un problème d'indépendance nationale, de défense nationale, de sécurité. Ce n'est pas du tout la même échelle. Il faut prendre l'Iran au sérieux. Et on ne prend pas le nucléaire iranien au sérieux. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On a par exemple une chose très simple sur l'enrichissement. On vient de dire qu'il faut que les Iraniens arrêtent d'enrichir l'uranium. Ils ont le droit d'enrichir. Le problème, c'est le contrôle de cet enrichissement. Pour l'instant, il est contrôlé par l'AIEA. Donc la Suisse ou le Japon, le Brésil, 1000 pays peuvent enrichir, ont le droit de le faire. L'Iran aussi. Le problème, c'est le militaire, le contrôle de tout cela. Donc les sanctions de l'ONU, pour l'instant, disent à l'Iran, vous n'avez pas le droit d'enrichir, arrêtez vos centrifugeuses. C'est absurde, on demande au point de départ ce qu'on veut comme point d'arrivée. Donc il faut reprendre les choses et rétablir un minimum de confiance et trouver peut-être ce qui avait été le cas du Brésil et de la Turquie il y a quelques années, des pays intermédiaires. On n'avait pas pris ça au sérieux, hein. Enfin, en tout cas les Occidentaux, oui, mais ça revient la France, maintenant. Ça revient maintenant. Qui pourrait servir de médiateur. Disons, regardons la médiation possible. États-Unis, vous le disiez très justement, les Iraniens n'ont pas répondu à nos demandes de discussion parce que la confiance est rompue complètement. Il faut donc renouer le fil de la confiance. Et on sait, il y a pas mal de pays amis de l'Iran et des pays occidentaux qui peuvent contribuer. Il faut prendre le nucléaire iranien au sérieux et arrêter de croire naïvement que les sanctions économiques, même sur le pétrole, vont faire changer un gouvernement qui en plus n'est pas les plus démocratiques du monde. Maintenant, si on parle de confiance, cette confiance n'existe pas. Si vous vous mettez à la place des Iraniens, vous vous dites, bon, qu'est-ce que c'est ma situation aujourd'hui ? Indiscutablement, les pays sunnites, Arabie Saoudite en tête, le Qatar pratiquement en tête aussi, soutenu par les États-Unis, la Ligue arabe d'une façon générale, bref, les sunnites veulent l'effondrement de tout ce qui peut être chiite. Ils veulent qu'il y ait déstabilisation d'un régime ami, qui est celui de la Syrie. On prétend que 5000 victimes, c'est considérable, alors que le nombre de régimes qui ont liquidé 5000 personnes dans les 5 dernières années abonde. Donc, on voit très bien, si vous voulez, que leur perception n'est pas fondée du tout sur la confiance, que leur travail, éventuellement, puisque c'est hautement probable qu'ils travaillent pour obtenir la bombe, est perçu comme une sanctuarisation de façon à ce qu'on ne puisse plus exercer un chantage à leur égard. Alors je sais que ce n'est pas très populaire ce que je dis là, mais si vous avez la perception des Iraniens, ça vous aide à mieux comprendre pourquoi ils se comportent d'une certaine façon et pourquoi nous comportons de façon extrêmement différente pour les affaiblir, eux et leurs alliés, régionalement. Voilà. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas finalement que le programme nucléaire finalement pourrait servir de prétexte. Non, disons, c'est la chose essentielle. La chose essentielle, c'est affaiblir l'Iran. Mais pour affaiblir l'Iran, il faut se débarrasser du régime alawite, il faut tenir le Bahreïn comme l'Arabie saoudite le tient, il faut voir de très près ce qui se passe en Irak parce qu'on a un pouvoir chiite et que l'Arabie saoudite aide puissamment les sunnites. Enfin, vous voyez, le véritable tableau, il est là. Alors, il ne faut pas prendre que des petits morceaux et expliquer ce qui nous arrange parce que, bon, le véritable tableau est complexe. Et en ce qui concerne les Iraniens, dans tout ça, ils peuvent très bien se sentir eux aussi menacés. Ouais, et ça, on le dit moins souvent, en effet, oui. sur les plateaux. On va en reparler dans un instant. On fait tout de suite une pause et on se retrouve pour la deuxième partie du débat. Tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine. Chaque jour, retrouvez le meilleur de l'actualité internationale de tous les continents. Des reportages pour comprendre l'actualité d'une région. C'est le chaînon, non ? Les derniers événements, les analyses, les clins d'œil. Toutes les clés pour décrypter l'actualité internationale. C'est tous les jours à 18h40 heure de Paris, sur France 24.